Sixième race et solitude, voici le titre de l'enregistrement présent, produit au mois de novembre 2023. Et je l'ai décidé, ce titre, en relation avec un courriel que j'ai reçu récemment de la part de Francis, que je salue. C'est un auditeur qui m'écoute là, depuis plusieurs mois. Et il m'avait écrit des courriels là, récemment dans le cadre de l'enregistrement qui s'intitule « Le rapport à la maladie » et « Le rapport à maladie, partie 2 ». Je fais référence à des courriels qu'il m'a partagés. Là, il m'en a partagé un autre là, par la suite et j'ai décidé de faire un enregistrement là, pour le commenter. Donc, ça va être un enregistrement où je vais lire des passages de son courriel. Par la suite, je vais les commenter. Et ce qui est important pour les gens qui m'écoutent, de savoir que c'est pas le même Francis qui s'occupe de la chaîne sur YouTube, là, Oser changer, où il va parler des fois là, de conscience supramentale, de métaphysique. Bon, s'il m'écoute, je le salue, mais c'est pas la même personne. Donc, je tiens à le préciser, étant donné que les gens qui vont parler de conscience, bien, il n'y en a pas nécessairement des milliers. Donc, je voulais faire cette clarification naturellement d'entrée de jeu pour éviter la confusion. Ceci dit, je vais commencer à lire son courriel et à le commenter. Il dit ceci. Le taux vibratoire des commentaires sur ta chaîne, bon, il doit faire référence à ma chaîne YouTube, est très bas intellectuel. Il dit ceci. Je ne comprends pas pourquoi tu es encore sur Internet. Pourquoi s'exposer à tant de choses si différentes de soi, si éloignées de soi? Pourquoi vouloir rassembler ou faire tronc commun alors que oui, c'est un fait, il y a des gens de la 6e et de la 5e race. Donc, c'est une différence majeure parce que de toute évidence, les gens de la 5e race ne peuvent pas comprendre ceux de la 6e. Tu aurais beau les convaincre et leur expliquer de long en large, jamais ils ne comprendront. Ils voient et verront dans mes propos de la supériorité, ils crieront à l'injustice. Que voulez-vous que je vous dise? Ça se passe comme ça et ceux qui refusent leur statut cosmique, appellent ça 6e race ou autre, eh bien ceux-ci continueront de s'expliquer et de côtoyer des gens de la 5e race. Moi-même, si je m'arrête et que je pense à ce que je dis et écris, je penserais que je suis Hitler et que je me prends pour un autre, ce qu'on a reproché abondamment à BDM, donc fait référence ici à Bernard de Montréal. Donc, je vais arrêter un petit peu la lecture. Lui, il fait souvent allusion à la notion de 5e et 6e race, auquel a fait abondamment allusion Bernard de Montréal, qui a véhiculé l'instruction supramentale, là, un peu partout dans le monde, là, qu'il la véhicule aujourd'hui un peu partout dans le monde via Internet, mais à l'origine, ça a été diffusé dans le cadre de conférences qui s'étaient tenues physiquement ici au Québec. Mais le point que je veux faire, c'est que la notion de 5e race, 6e race, c'est des notions qui sont en lien avec la théosophie, l'anthroposophie. Et moi, je vais me positionner clairement par rapport à ces notions-là. J'adhère pas à ces notions-là en termes de vérité ou de réalité scientifique. D'ailleurs, par rapport à la notion de race, je vais faire la lecture j'ai fait une petite recherche pour le plaisir en préparation à cet enregistrement. J'ai été sur Google et j'ai tapé race définition il est sorti, parce que ce qui est intéressant quand on fait des recherches sur Google, il y a des questions qui sont amenées avec certains thèmes. Puis là, il y avait une question qui sortait dans la page principale. Est-ce qu'il y a plusieurs races humaines? Parce que ici, on fait référence à la possibilité qu'il y ait plusieurs races. Pour moi, la notion qu'il y a une première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième race, septième race, c'est un petit peu comme les chakras, c'est-à-dire des constructions arbitraires. Il y a des gens qui vont dire il y a 7 chakras, il y en a d'autres qui vont dire non, il y a un autre chakra au-dessus de la tête, il y en a 8. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, il y a 12 chakras. Puis il y en a qui vont parler qu'il y en a plus ou moins, là, tout dépendant là, de l'école, la façon de penser. Donc il y a beaucoup de subjectivité, il y a de l'interprétation.
Mais pour répondre à la question, est-ce qu'il y a plusieurs races humaines, selon la petite recherche que j'ai faite sur Google, c'est écrit ceci. Nous appartenons tous à une seule grande espèce, l'Homo sapiens sapiens, l'être humain. Ce que certains appellent race, ce sont des groupes d'humains formés selon des critères choisis, comme la couleur de peau. Mais il faut savoir que tous les humains ont 99,9% de leurs gènes en commun. Donc, autrement dit, la notion de race en fonction de couleur de peau ne tient pas la route. Et pour ce qui est de la notion de parler d'aide de l'involution de la 5e race qui passe à la 6e race, si les gens qui fonctionnent en fonction de l'intellect, comme l'expliquait Bernard de Montréal en appartenant à la 5e race, alors qu'il y a un fonctionnement vibratoire au niveau de la 6e race, si dans les deux cas, les êtres humains partagent 99,9% des gènes en commun, c'est-à-dire qu'ils ont la même génétique, on ne peut pas parler de deux races différentes. Donc, on peut pas, c'est pas deux espèces différentes, dans le sens qu'on peut parler, par exemple, d'une distinction qu'il va y avoir entre un chien et une chèvre, ou un chien et une girafe. Que là, on va dire, ouais, ça, c'est vraiment des espèces qui sont distinctes. Mais là, si on parle d'êtres qui partagent la même biologie, parce que Bernard de Montréal parlait de l'avènement des gens de la 6e race et qu'il y avait ceux de la 5e race, s'il y a possibilité, parce qu'ils possèdent le même bassin génétique, qu'il y ait par exemple un accouplement entre quelqu'un de la 5e et quelqu'un de la 6e race, ben, ils appartiennent en réalité à la même race au niveau génétique, parce que sans ça ne serait pas possible. Tandis que si on essaie de faire le croisement entre une chèvre et un éléphant, sur le plan génétique, ça ne marchera pas. Donc, il y a une distinction entre les deux. Fait que moi, la notion de race, je la vois beaucoup de ce qui a été véhiculé par la philosophie en lien avec certaines visions orientales, l'anthroposophie, la théosophie, ces choses-là. C'est en lien avec un récit culturel par rapport à des civilisations anciennes ou disparues. Et les fondements, c'est sûr, scientifiques, je me questionne par rapport à eux. Je me questionne sur la pertinence aussi de cette notion-là parce qu'il y a un auteur qui pourrait dire « Ah, il y a 10 races. » Il y en a un autre qui en a 20. Un peu comme les chakras que je disais tantôt. Des notions abstraites. Il n'y a pas vraiment de consensus. C'est sujet à interprétation. Comme le passé, l'historique passé de l'être humain. On va parler par exemple de l'Homo sapiens sapiens, l'Homo erectus, ensuite l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Il y a plusieurs catégories. Et les gens qui vont s'intéresser au passé de l'être humain, puis les différents types d'hominidés, ben, ils vont trouver des catégories de plus en plus... au fil du temps, il y a de plus en plus d'éléments d'information par rapport à quelle époque telle catégorie d'être humain a foulé le sol de la Terre, a vécu, et ainsi de suite. Il y a des discussions, il y a des débats. Il y a des gens qui vont... voir plusieurs types d'êtres humains qui ont vécu dans le passé, d'autres moins. Ça varie. C'est comme la science. La science va explorer, par exemple, l'infiniment petit. On va parler de l'existence de l'atome. On va parler des neutrons, des protons, ensuite des quarks. Ensuite, on parle du boson de Higgs. Puis, le pari. Je ne ferai pas de pari ici, là, mais l'impression que j'ai, c'est qu'à un moment donné, on va aller encore plus loin que le boson de Higgs, que certains appellent la particule de Dieu. On va trouver encore plus petit. Il y a tout le temps des sous-catégories, puis c'est à l'infini. Puis je pense que c'est le même principe par rapport à l'être humain. On peut trouver des multiples catégories par rapport à lui. Et c'est la raison pour laquelle que dans mes enregistrements, je ne fais pas allusion constamment à la notion de 6e race comme Bernard de Montréal. Pour moi, il y a une distinction entre la façon que je le vois, puis vous n'êtes pas obligé d'être en accord, là, c'est que l'être humain qu'on dit de l'époque présente, c'est-à-dire l'Homo sapiens, qu'on dit, il fonctionne avec l'intellect de la 5e race, l'autre fonctionne d'une manière vibratoire de la 6e race, ou c'est un hybride. Un individu qui est un nouvellement initié qui passe de la 5e à la 6e, c'est un changement psychique qui s'opère. Mais ça ne veut pas dire qu'une génétique n'est nécessairement différente, dans le sens que si, par exemple,
il y a la même longévité sur le plan biologique, où tu as des gens qui sont des initiés, puis finalement, ils se ramassent à mourir de cancer de l'intestin, comme les gens qu'on dit de l'involution ou de la cinquième race. Ben là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont une génétique qui a été changée au niveau transmuté, là, au niveau cellulaire, de manière à avoir une santé optimale ou des caractéristiques biologiques différentes, là, dans le sens qu'il n'y a pas des gens qui vont se mettre à avoir nécessairement une génétique qui leur permet, par exemple, de respirer sous l'eau ou de voler dans le ciel là, avec des ailes. Il n'y a pas nécessairement de mutation spectaculaire au niveau génétique. C'est plus un changement psychique individuel, un changement vibratoire. Certes, la vibration peut altérer les cellules qui composent l'être humain, mais en tout cas, de ce que j'en comprends et de ce que j'en vois présentement par rapport aux gens qui ont des altérations psychiques, c'est pas nécessairement des gens qui vont vivre 300 ans ou qui vont être exempts de maladie. C'est ce que j'ai à dire. Bon, ça, c'était mon petit propos par rapport à la notion de race, mais moi, je préfère parler de gens qui vivent d'une conscience individuelle, des gens qui vivent de l'intellect et d'une conscience vibratoire, des gens en transition ou des gens carrément qui sont vibratoires. Donc, je trouve ça plus ajusté au niveau du vocabulaire, parce que la notion de sixième race crée des mystifications. C'est sûr que pour m'amuser, si je rencontre quelqu'un qui parle de cette notion-là, la première question que j'aurais le goût de lui poser, c'est « OK, tu parles que des gens de la sixième race, donc définis-moi en quoi consistent les six races, quelles sont leurs propriétés, par exemple au niveau génétique, ensuite au niveau morphologique, et ainsi de suite, qui t'amène à les catégoriser. » Parce que des fois, je discute avec des gens. Probablement que si je poserais la question à Bernard de Montréal, lui était capable de répondre à des questions complexes en disant, je pense à un moment donné dans un enregistrement, il dit il y a 5 types de mémoire. Puis là, il y a des définitifs, c'était spontané, c'était rapide, puis il y avait de la suite des idées. Ou quand j'écoute des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau, il va amener un élément, mais il y a une pensée tellement systématique, élaborée, que ce philosophe québécois, si on questionne un élément, que l'impression, il a dit ça comme ça, tu sais, des gens peuvent dire, il a dit ça d'une manière superficielle, mais si tu questionnes, il amène des éléments qui amènent à ce que ça se tienne. Probablement que Bernard, quand il parlait de ça, puis on lui aurait posé la question, à quoi faites-vous référence, il aurait été capable de définir. Sauf que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. À un moment donné, je discutais avec quelqu'un qui disait, il y a plusieurs dimensions. Je pense qu'il disait qu'il y en avait 10 ou 12 qui composent la réalité. Il dit, OK, peux-tu me les définir? Il n'était pas capable. Ben là, si on m'amène quelque chose, il faut être capable de les définir. Donc, ça, c'est un autre élément. Mais bref, je vais y aller avec l'essence de son propos, là, parce que là, j'aborde cette notion-là qui m'agace un peu. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent, si on prend la notion de la sixième race d'une conscience vibratoire, donc c'est sûr que ces gens-là ne peuvent pas être compris par les gens qui ne vivent pas ça. Et ça, c'est clair. Donc, c'est sûr que comme il disait, tu serais beau les convaincre, l'expliquer de long en large, jamais ils comprendront. C'est sûr. Le semblable n'est connu que par le semblable. Pour comprendre quelqu'un qui a une conscience vibratoire, il faut vivre soi-même de cette conscience-là vibratoire, sinon il n'y a pas de résonance. Il n'y a pas d'élément sur lequel s'appuyer au niveau du vécu pour qu'il y ait une compréhension. Ce qui fait que si je vise à faire des enregistrements puis m'adresser à des gens qui vivent d'une conscience vibratoire, c'est sûr que la plupart des gens qui ne vivent pas ça au moment où est produit cet enregistrement comprendront pas ou trouveront pas ça intéressant et c'est tout à fait normal. C'est sans doute la raison qui fait en sorte que présentement, j'ai pas des milliers d'auditeurs ou des millions, mais quelques centaines de personnes qui vont écouter régulièrement mes enregistrements et je comprends très bien la situation. Et lui, il dit « Je ne comprends pas pourquoi tu es encore sur Internet. » Et la réponse à ça, pourquoi que je continue à faire des enregistrements sur Internet, même s'il n'y a pas beaucoup de visionnement là, au fil des ans, là, dans le sens que d'une perspective extérieure, des gens pourraient dire, en termes de développement ou d'évolution au fil du temps, ta chaîne est stagnante, dans le sens que
Je fais des enregistrements en solo, je vais peut-être avoir entre 100, 200, peut-être 250 ou 300 vues. Et ça, c'est sur plusieurs années. Je n'ai pas passé de 100 à 300 vues à 3000 à 3 millions de vues. Il n'y a pas de croissance exponentielle. Mais je continue pareil à faire des enregistrements sur Internet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un lieu d'expression. Ça me permet de parler des choses que je ne vais pas nécessairement parler avec des collègues de travail, des membres de ma famille ou des amis. Donc, c'est un espace de parole qui m'est cher et comme je cherche pas non plus à être tape à l'œil. Vous regardez mes vidéos, l'image que j'utilise est quand même assez sobre. Je vais marquer le titre de l'enregistrement, David L, avec une espèce d'image de fond. C'est pas quelque chose qui va attirer l'attention comme si on voit une vidéo avec un bébé. Probablement que si je prendrais des photos de ma fille et j'utiliserais ça comme image d'arrière-plan pour des vidéos, juste par la curiosité de voir ma fille en vidéo, j'aurais probablement plusieurs centaines ou des milliers de vues. Là. Je suis persuadé de ça. Parce que les gens sont souvent curieux par rapport à d'autres personnes, mais je ne cherche pas nécessairement ça. Je suis plutôt discret dans la facture visuelle que je donne à mes vidéos. En tout cas, c'est ce que j'estime. Pourquoi? Parce que je cherche un public très spécifique de gens qui vivent d'une conscience particulière. Et lui, il dit, ben c'est sûr que je cherche pas à convaincre les gens qui ne vivent pas ça que ça existe parce que ça fait pas résonance à un vécu, ça fait pas référence à quelque chose qui porte en eux déjà. Puis là, il dit, ben, les gens peuvent voir de la supériorité dans ses propos, parce que là, il dit, dans le fond, c'est sûr que ses propos par rapport à Francis qui m'écrit, ben, ça sous-entend qu'à quelque part, s'il est capable de comprendre la 6e race, puis il y a des gens qui sont incompris par la 5e, ben, c'est sûr que à travers ça, ben, il y a des gens que, si quelqu'un se proclame la 6e race, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça, et c'est tout à fait normal. Derrière ça, il y a des gens qui peuvent voir à travers un individu, comme il disait, qui pourrait être vu comme un Hitler. En fait, c'est sûr que Adolf Hitler, qui a dirigé l'Allemagne pendant la période du nazisme, donc dans les années 1930 en Europe, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien lui, c'est sûr qu'il avait une vision d'une race supérieure. Il appelait ça la race aryenne, la race du surhomme, pour faire suite aux propos tenus par le philosophe Nietzsche. Mais le philosophe Nietzsche, en lien avec ses écrits, c'était pas nécessairement dans le même esprit qu'Adolf Hitler a récupéré ses propos en lien avec certains mythes par rapport aux Allemands. Alors, il y a des nuances à apporter, là. Mais Bernard de Montréal faisait référence dans certains enregistrements du surhomme. C'est une notion qui est dangereuse. Parce que si on parle de surhomme, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a un sous-homme. Donc, ça peut mener place à des comportements de racisme. Ça peut mener place à des comportements d'abus de pouvoir, d'autorité, de domination, au nom de la croyance que quelqu'un peut faire partie d'une race supérieure qui peut justifier ou légitimer l'exploitation de gens qu'il croit ou qu'il évalue appartenant à une race inférieure. Et ça fait partie des dérapages qui peuvent être en relation avec la notion de race qui est véhiculée. Donc, des dérapages d'exploitation, d'esclavagisme, etc. Il y a un statut cosmique. Lui, il dit, c'est sûr que les gens qui n'assument pas qu'ils font partie de la 6e race alors qu'ils en font partie, lui, de ce que je comprends de son propos, c'est qu'ils n'assument pas leur statut cosmique. Ben, ça dépend. Premièrement, pour assumer son statut cosmique, il faut être capable de se savoir sur le plan vibratoire. La façon que je vois ça, c'est que quelqu'un peut se mettre une étiquette puis parler publiquement qui fait partie de la 6e race, de la 5e race, 4e race ou même 7e race. Parce que, après tout, pour être capable de donner une instruction à des gens qu'on dit la 6e race, eh bien, il faut être au-delà de la 6e race pour avoir un recul par rapport à elle, une vision aérienne. Il faut avoir passé à travers, par exemple, la 6e année pour être capable d'instruire les gens de la 6e année, donc être rendu à un point plus élevé de développement.
Il y a des gens qui vont dire que Bernard de Montréal faisait en réalité partie de la 7e race, et c'est pour ça qu'il est en mesure d'instruire les gens de la 6e race par rapport à l'instruction supramentale qu'il a véhiculée, parce que c'est une instruction qui va servir à faire la transition pour parvenir à un état de conscience différent. Donc ça, c'est une possibilité. Mais bref, je m'égare un peu, là. Mais le point que je veux faire, c'est que cette notion-là de race, qui a été beaucoup véhiculée, je trouve que c'est un lieu de mystification. Et ça donne pas si grand-chose que ça, dans le sens que la personne fasse partie de la 5e ou 6e race, si la personne est confrontée à un problème de santé important, la personne a des problèmes financiers ou a un problème de couple, dans les deux cas, elle souffre. Sauf qu'on va dire qu'il y en a un qui fonctionne d'une manière intellectuelle, puis l'autre d'une manière vibratoire. Certes, c'est une distinction en termes de fonctionnement psychique. C'est sûr que ça a beaucoup d'impact parce que ça permet d'appréhender le monde d'une manière très différente. Mais par rapport à ça, est-ce que comment dire, quelqu'un qui se donne une étiquette, c'est comme de se peinturer dans le coin. Puis c'est tout le temps à double tranchant, dans le sens que quelqu'un qui se donne comme étiquette qui appartient à la 6e race, qui est un être de conscience cosmique, il y a des gens qui vont le vénérer comme un dieu, puis il y en a d'autres qui vont dire que c'est un charlatan, c'est un imposteur, c'est un profiteur, c'est un gourou de secte. Il y a toujours une double polarisation par rapport à tout élément qui peut être amené. Donc, moi, je regarde les choses, je me tiens là de ça, je me tiens loin de ça, c'est ce que je veux dire. Mais bref, je vais continuer à lire son texte. Un être qui se conscientise est seul dans sa conscience, ne peut pas aller chercher l'appui d'un collectif. Ceci le retarderait. J'ai fait ça avec les flammes jumelles pendant 3 ans. Je sais de quoi je parle. À un moment, tu dois prendre ton baluchon et continuer ton chemin réellement seul dans ta conscience. Devenir seul, capable de valider ou d'invalider ce que tu vis. On ne s'en rend pas compte, mais l'affaire d'aller demander l'avis aux autres, souvent de manière détournée bien sûr, ou à son conjoint ou ami, cela est astral. Bon, je vais commenter son propos ici. L'individu qui est conscient, il est seul dans sa conscience, dans le sens que il va fonctionner avec lui d'abord sans vivre au crochet des autres ou dépendre de leur savoir ou de leur vérité. Donc, pas dépendre de la vibration des autres ou des formes ou du mémoriel d'autrui. Par contre, le point, lui, il dit d'aller demander l'avis aux autres d'une manière directe ou indirecte à travers le conjoint ou un ami, c'est astral. Ça dépend. Il y a des nuances. Quelqu'un qui est dans son intelligence, s'il n'est pas capable d'interagir par rapport aux autres pour bénéficier de leur intelligence, puis il reste seul dans son coin, il y a une dimension stagnante, dans le sens que quelqu'un va rester tout seul dans son coin, dans ses vérités ou dans son savoir à caractère vibratoire. Mais si la personne n'est pas capable d'interaction, de mise en échange, il y a une limite derrière ça. Moi, je suis de l'avis qu'il peut y avoir de l'intelligence en demandant de l'avis à des gens par rapport à certaines problématiques. Ça peut être un problème de santé, problème financier ou autre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intelligent tout seul. Mais c'est pas dans une optique de dépendance. C'est peut-être ça la nuance qui doit être faite. C'est pas de demander, parce que j'ai déjà fait dans des enregistrements, des avis à des personnes ou à leur appréciation par rapport à des propos, dans une optique de vivre centré sur leurs propos ou déprimant de moi-même. C'est d'être capable de continuer à m'écouter tout en étant capable de prendre en considération les autres et les ajustements auxquels ils peuvent m'amener. Pour moi, il y a de l'intelligence derrière ça et le piège pour une personne. Certes, si la personne demande tout le temps l'avis aux autres, elle reste dans une situation de dépendance, puis il n'y a pas d'intelligence. Si elle se fait tout le temps aux autres, puis elle ne s'écoute pas. Mais ça peut être de s'écouter tout en bénéficiant de l'intelligence des autres. Puis il y a des gens qui vont dire, quand la personne est dans son savoir, elle n'a plus besoin de référents externes. OK? Mais l'idée d'être dans son savoir a ses limites aussi parce que le savoir
si l'ego traite avec une vibration, il va traiter avec une partie du réel, puis l'autre, le voisin, qui a certaines caractéristiques psychologiques différentes d'elle, en termes de récipient vibratoire, va peut-être capter des nuances qu'elle n'aura pas accès. Pourquoi? Parce que tout est reçu sur le récipient. Or, un ego, c'est une structure énergétique qui va capter un élan vibratoire qui va provenir de l'esprit, mais par sa nature, l'ego est polarisé, dans le sens que, premièrement, l'ego a une identité biologique, donc masculine, féminine, au niveau biologique. Ensuite, l'ego va être dans un contexte socio-culturel qui va créer une vision qui va être polarisée en fonction des référents de la culture auxquels il appartient sur le plan psychologique. Certes, on va dire que l'ego doit aller au-delà de l'influence des médias de masse, mais en même temps, si on utilise des termes qui sont en relation avec les constructions langagières qui sont véhiculées par l'environnement ambiant pour traduire une vibration, bien, on compose avec des éléments extérieurs à nous. Donc, il y a toujours cette dimension-là qui doit être abordée, c'est-à-dire que l'ego est un point de jonction entre l'environnement puis le rapport, si on peut dire, au plan éthérique ou à l'esprit. Donc, puis il n'y a rien qui est séparé, il n'y a rien qui est coupé en totalité, là. Je vais continuer à lire son message, puis je vais commenter. C'est fait. L'évolution de manière à ce qu'on soit seul pour enlever le tissu humain de l'équation, cette appartenance au clan, peu importe lequel il s'agit. On est cosmiquement seul, centrique, dirait Bernard. Vient un moment où on ne peut plus plaire à tout le monde et être mis sur le bûcher. Moi aussi, je voulais avancer avec tout le monde, avec ma mère, avec mon ex, avec ma flamme jumelle. Là, j'aurais ici fait référence au concept de flamme jumelle. En fait, c'est une notion qui est véhiculée que dans le domaine de la spiritualité, entre autres, auquel je n'adhère pas. Bon, lui, s'il a vécu une expérience significative avec une autre personne qui nomme flamme jumelle, ça y appartient. Moi, j'ai jamais vécu de telles choses. Certes, j'ai une relation avec ma compagne là, qui dure là, depuis longtemps. Là, je veux dire, ça fait plus... je suis pas bon en mathématiques, désolé. Voyons, c'est sûr que ça fait plus que 10 ans. Là, en fait, j'ai été en relation de couple avec elle pendant à peu près 13 ans. On s'est séparés, on a repris ensemble. En fait, c'est elle qui m'a quitté, puis ensuite, 1 an et demi après, elle est revenue. Puis on est toujours ensemble, puis là, on a eu un enfant. Donc, il y avait un élan, c'est-à-dire un élan vibratoire, puis derrière ça, il y avait comme une programmation à un certain niveau, parce qu'avant de la rencontrer, j'avais tenté de rencontrer des femmes, fréquenter différentes personnes, puis à un moment donné, un médium était rentré en transe devant moi. Il a fait la description de ma compagne actuelle avec laquelle j'ai un enfant, que je suis en relation avec elle. On s'est séparés à un moment donné, mais on est en relation là, depuis au-dessus de 16 ans. Ah oui, parce que c'est 2006-2023, donc ça fait au-dessus de 16 ans qu'on est en relation. Moins 1 an et demi, où ce qu'on a été séparés. Mais bref, bon, j'avais tenté d'être en relation avec différentes femmes au début vingtaine, ça ne marche pas. À un moment donné, je rencontre un médium, il entre en transe avec moi. Il y a une vibration qui passe, je suis un peu ému, j'ai la larme aux yeux. Puis là, il me décrit ma compagne actuelle, puis il y a des éléments physiques qui correspondent à la description, dont la couleur de ses yeux. Parce que ma compagne a les yeux verts. Et les femmes qui ont les yeux verts, au Québec, il y a beaucoup de femmes qui ont les yeux bruns, qui vont avoir les yeux bleus, mais les yeux verts, c'est pas nécessairement la majorité, là. Et il y avait certains détails spécifiques qui correspondent à ma compagne. Bon, le médium m'avait parlé de tout ça, j'avais vécu une expérience intense, je l'avais noté dans mon journal personnel. Avant que je rencontre ma compagne, ensuite j'ai rencontré, puis on est ensemble. Mais il y avait quelque chose là. Est-ce que je dirais que c'est ma flamme jumelle? Non. C'est parce que ça dépend comment on interprète les choses. Moi, je trouve que la notion de flamme jumelle peut servir de mystification. Ça peut amener des gens à croire des choses. J'écoutais sur Netflix un documentaire qui portait un regard critique. En fait, c'est en plusieurs épisodes là, en lien avec la notion de flamme jumelle. Là. C'est une série télévisée
en relation avec des gens qui ont appartenu à un groupe aux États-Unis, parce qu'il y a toute une communauté sur Internet qui véhicule l'idée qu'il faut trouver sa flamme jumelle. Je trouve qu'il y a des dérapages par rapport à ça, dans le sens qu'à un moment donné, par rapport au groupe, la personne qui était responsable du groupe qui dit avoir trouvé sa flamme jumelle, en fait, c'est un couple, là, et eux autres sont heureux, etc. Et de ce que j'ai compris du documentaire, c'est qu'il incitait des gens qui, en disant, ben, si tu as trouvé ta flamme jumelle, même si ça te rejette, il faut que tu t'insistes pareil. Puis là, ça allait loin parce qu'il y avait des gens qui avaient été devant les tribunaux et ils avaient demandé, parce qu'ils vivaient une forme d'harcèlement par rapport à la personne qui croyait qu'elle était pour eux à la flamme jumelle, au niveau... il y avait... Comment qu'on appelle ça? C'est un petit peu comme un conjoint violent qu'on va demander, là, ben, il faut que tu tiennes à plus de 200 mètres de la victime, sinon la personne peut se faire arrêter par la police. Donc, il y avait des mandats de la cour de gens qui se tiennent, mettons, à au moins un minimum de 200 mètres parce qu'il y a des gens qui avaient porté plainte là, de forme d'harcèlement. Mais de ce que je comprenais, c'est qu'il incitait pareil à ce qu'il sollicite la personne qui croit être une flamme jumelle, donc une forme d'acharnement. Je trouvais pas ça nécessairement sain. Où il y avait des notions comme par exemple, quand on trouve la flamme jumelle, ben l'autre nous doit de répondre à tous nos besoins sexuels, avoir régulièrement de la sexualité avec nous comme on en veut. Fait que là, c'est sûr, j'entendais ça, puis je voyais le gars du couple qui faisait la promotion, qui peut-être en a tiré profit ou même abusé de sa partenaire pour lui forcer d'avoir des relations sexuelles au nom, en justifiant ça, puis en légitimant ça, que « Ah, c'est ma flamme jumelle, elle me doit ça », tu sais. Ça peut être lieu de l'exploitation sexuelle, lieu de l'harcèlement psychologique, différents abus à différents niveaux, là. Donc, si les gens sont mystifiés par rapport à ça, est-ce que je crois que l'esprit, dans un lointain passé reculé, s'est divisé en deux, puis là, il y a une partie masculine incarnée dans un corps d'homme, puis l'autre féminin, puis là, les deux âmes au niveau de la réincarnation, qui sont des fragments de l'esprit, à un moment donné, à une époque donnée, vont se retrouver, puis là, il faut qu'ils soient tout le temps ensemble pour s'harmoniser. Non, je ne vois pas là-dedans, je crois pas à ça. S'il y a des gens qui vivent des mises en vibration par rapport à des personnes particulières, je peux comprendre qu'il y a une certaine réalité derrière ça. Mais là, de dire que l'autre personne est un fragment de soi-même, au niveau de l'esprit, qui sont issus du même esprit, ben là, c'est une notion que je trouve qui va créer une forme d'idéalisation amoureuse par rapport à une personne, puis qui peut mener des abus. Quelqu'un qui est victime de violence conjugale, ensuite victime d'agressions sexuelles multiples, puis la personne reste avec elle-même conjoint parce qu'elle croit que c'est la flamme jumelle ou le flambeau jumeau. La personne, à ce moment-là, est piégée. Comme quelqu'un qui est endoctriné dans une secte, là, ça amène à des dérives, à des abus abominables. Mais bon, si quelqu'un vit une attirance particulière par rapport à un autre, ça y appartient. Donc peut-être qu'il vit des choses que je ne vis pas. Un peu comme, dans le fond, la notion de conscience vibratoire, pour quelqu'un qui vit pas ça, pour lui, c'est étranger. Puis ça doit être respecté, au même titre que pour moi, si on me parle de flamme jumelle, vu que j'ai jamais expérimenté à ce niveau-là, j'entre pas en vibration ou en résonance avec le concept, dans le sens que ça fait pas écho à mon vécu, là. Même chose quand on me parle qu'il y a 12 chakras ou qu'il y a 8 chakras. J'en ai pas une expérimentation. Par contre, de percevoir que des gens qui ont des champs énergétiques différents, oui. Que le taux vibratoire d'une personne peut varier d'une autre, oui. Il y a différentes choses qui font sens pour moi, mais ça dépend. Ben, je vais continuer à lire, là. J'ai fait une petite aparté qui finalement a duré longtemps. Ben, je vais relire sa phrase pour contextualiser son propos et commenter par la suite. Moi aussi, je voulais avancer avec tout le monde. Avec ma mère, avec mon ex, avec ma flamme jumelle, avec mon frère, avec toi, avec le monde, avec moi. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'ascension cosmique. C'est contre-intuitif, mais on y va tout seul. Le fait d'avoir encore besoin des gens est un attribut de la 5e race. Je dirais que c'est l'absence du collectif en soi qui distingue 5e de 6e race. Dans la 6e, il y a personne avec soi et c'est très long, des années, à laisser derrière soi le monde. Tu y es forcé. Ils ne comprennent pas ou ils ne comprennent ce qu'ils peuvent en comprendre, mais peu importe, tu ne peux plus les rappeler et leur dire «
Ah, tu sais, c'est à cause de ceci ou de cela, ou encore, je voulais clarifier ceci ou cela. Bref, c'est notre tissu humain qui nous fait faire ça et nous pousse à nous entendre tout le temps les uns avec les autres. Pas étonnant que tes auditeurs refusent la sixième race. Donc ici, j'arrête, là, puis je vais continuer après. En fait, cette notion-là de sixième race, il faut qu'il fasse attention parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui n'y adhère pas dans les auditeurs. Il y a des gens qui j'ai déjà discuté qu'ils vont vraiment dans le sens d'instruction Bernard de Montréal, puis si Bernard parle de sixième race, ils vont adhérer à ça, ça dépend. Mais peu importe, comment dire, lui, il parle en fait, dans mes enregistrements, je ne veux pas nécessairement plaire à tout le monde, parce que si je voudrais plaire à tout le monde, je serais plutôt complaisant. Ou je serais plus dans une optique de vente, en disant, ben, si vous passez à conscience supramentale, vous allez devenir multimillionnaire, vous allez devenir très riche, vous allez rencontrer votre flamme jumelle, vous allez tout avoir ça dans un package deal, vous allez être heureux, ça n'a pas de bon sens. Mais non, je fais pas ça. Pourquoi? Parce que je trouve que ça serait malhonnête. Je cherche pas nécessairement à plaire à tout le monde. Certes, j'ai fait beaucoup d'enregistrements où je donnais des explications et que il y a des enregistrements que j'ai faits plus à caractère journalistique ou intellectuel. Mais je travaille sur deux terrains. C'est-à-dire que je travaille au niveau d'un terrain plus au niveau intellectuel quand que je fais certaines études. Donc, si je fais des études en lien avec le domaine de la santé, en lien avec des conseils médicaux que j'ai entendus sur le web, que je commande par rapport à des médecins, c'est très différent que si je prends mon crayon puis je fais des barres de bas en haut puis je demande à l'esprit de commenter pour avoir une perspective vibratoire sur un sujet comme la maladie ou la santé. Très différent. Mais j'œuvre à plusieurs niveaux. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ben, je vais poursuivre son propos parce qu'il y en a encore pour un bon bout de temps puis que je vois que le temps passe. C'est comme un Amish qui accepterait qu'un des siens s'en aille. Ils vont se débattre et te dire que l'autre monde n'existe pas, qu'il n'est pas sûr, etc. C'est subtil en Christ, la patente. Mais vient un temps où l'énergie te pousse et c'est elle qui te montre comment ça marche. Et là, tu comprends par toi-même que la sixième race existe et qu'elle n'est pas la cinquième. Tu comprends pourquoi personne ne te comprend. Pourquoi tu n'appartiens pas à ce monde collectivement. Ça n'a rien à voir qu'une révolte, une peine ou une tristesse d'avoir été abandonné. Tu pousserais à aller vivre dans le bois, caresser ta chèvre. Tu ne vas pas nulle part. Tu restes ici même. Mes persos, ça m'a planté à Montréal et ça depuis 6 ans, alors même que j'en ai aucune envie particulière et que je déteste mon Québec et son foie. Bref, c'est une autre histoire. Mais si j'arrête, c'est pas évident de vivre au Québec parce que s'il fait froid, l'hiver peut faire du moins 30, des tempêtes de neige. Moi aussi, je trouve pas ça agréable, mais je vis ici. Je reprends la lecture. Mais le fait est que l'on ne choisit plus rien et on devient seul en soi. Comment veux-tu qu'on devienne sûr de soi si on laisse tout le temps le monde venir mettre son nez dans nos affaires, si on cherche tout le temps à faire tronc commun? J'arrête ici. Je cherche pas dans ma démarche à faire front commun ou tronc commun. Certes, je vais faire des enregistrements avec des personnes comme Berthold, comme Mona, certaines personnes en particulier avec lesquelles j'ai une synergie, que je peux partager un certain niveau d'intérêt pour l'étude de l'instruction supramentale qui a été entre autres véhiculée par Bernard de Montréal. Mais c'est pas dans l'optique de rallier tout le monde comme un front commun que va faire, par exemple, des regroupements de gens qui appartiennent à un syndicat. Là, ils font toute la grève en même temps pour faire pression sur le gouvernement pour, par exemple, améliorer leurs conditions de travail ou avoir des augmentations de salaire et ainsi de suite. C'est pas l'esprit de ma démarche à travers mes enregistrements. Parce que sans ça, je chercherais un peu comme quelqu'un qui va faire du prosélytisme religieux, à évangéliser les gens à le nouvel évangile. Donc, le troisième testament de Bernard de Montréal. Donc, il y a eu le premier testament, le Nouveau Testament. Et là, on parle d'un troisième testament avec la Genèse du réel, là,
En fait, façon de parler, là, c'est que des fois, j'observe certaines personnes qui vont vraiment dans le sens des propos de Bernard, puis c'est comme ça. Tandis que, comme vous l'avez vu tantôt, la notion de cinquième, sixième race racine, j'ose pas trop... en fait, je m'y intéresse pas parce que je vois pas de réalité scientifique par rapport à la nature biologique humaine qui amènerait de telles catégories. Si on me ferait la démonstration, par exemple, que il existe des races, donc des espèces distinctes d'êtres humains où la reproduction sexuée biologique est impossible. Donc, si on me dirait que, par exemple, il existe des êtres humains de la cinquième race qui peuvent pas se reproduire avec des êtres de la sixième race, étant donné d'incompatibilité génétique fondamentale, un peu comme une chèvre peut pas se reproduire avec un éléphant, mais là, je dirais, OK, il y a vraiment une distinction biologique significative. Mais si on ne fait pas une telle démonstration, puis on va me parler que présentement, il y a des gens de la cinquième race, sixième race, mais pourtant, ils s'accoupent ensemble puis ils ont des enfants. Puis les enfants, c'est une question à se poser. Est-ce qu'à partir de la cinquième ou la sixième race? Mais là, ça reste à voir. Mais à mon avis, c'est des catégories abstraites, arbitraires, et que les êtres humains partagent le même patrimoine génétique. Et c'est des catégories qui peuvent mener à des dérapages. C'est un petit peu le danger de toute forme de construction abstraite. Comme là, à l'époque, présentement, on a la construction intellectuelle des gens qui se qualifient comme étant non-binaires. Mais au niveau génétique, la personne a un sexe au niveau biologique à la naissance, soit masculin, féminin. À la limite, elle peut être hermaphrodite, mais c'est très, très, très rare. Mais la personne qui se qualifie comme non-binaire, si au niveau génétique, elle a soit de la testostérone comme hormone principale, parce que c'est une hormone masculine à la différence de l'estrogène qui est associée à la femme, ça a un impact dans le sens que si, par exemple, quelqu'un qui est né homme il y a eu des poussées de testostérone lors de l'adolescence, la personne développe une plus grande masse musculaire, puis là, par la suite, la même personne aux Olympiques, elle dit « Ah, je me considère comme étant non-binaire ou comme femme », puis elle veut compétitionner, par exemple, contre les femmes de d'autres pays, alors qu'elle se considère comme étant femme en natation. C'est sûr que si elle a bénéficié de l'hormone de la testostérone pendant plusieurs années, pendant l'adolescence, et que là, la personne est rendue au début vingtaine, elle a un avantage par rapport à la femme au niveau de la présence de cette hormone-là en grande quantité dans son organisme sur l'incidence que ça a sur sa masse musculaire, à la différence d'une personne qui n'a pas eu cette hormone-là. Donc, il y a des réalités hormonales fondamentales. Et il suffit pas de dire que je me considère comme non-binaire, comme femme ou comme homme pour que la génétique soit changée en fonction de ça. C'est sûr qu'il y a des limites là, par rapport à ce comportement-là qui est de plus en plus critiqué par des gens là, un peu partout dans le monde. Et les limites sont exposées dans le sens que ça peut créer des injustices aux Olympiques, entre autres. Mais la notion d'identité de genre, c'est une notion abstraite qui fait appel à la subjectivité et la réflexion égoïque. Et j'ai l'impression que la notion de cinquième, sixième race, c'est un petit peu dans la même nature. Même chose pour la notion de flamme jumelle qu'on abordait tantôt. Je vais continuer à lire le propos. C'est là qu'on se fait astraliser. Bon, il fait référence si on veut faire front commun. Donc, c'est sûr, si on cherche à s'allier avec d'autres personnes au niveau collectif, dans l'optique d'apporter un changement sur le collectif, on peut se soumettre à des lois collectives dans le sens qu'on sait très bien que quelqu'un qui fait de la politique, il est obligé de faire des compromis, des alliances avec certaines personnes que normalement il ne ferait pas, pour des raisons, entre autres, de visibilité, pour des raisons de stratégie, de calcul électoral. C'est un petit peu comme quelqu'un qui, par exemple, sur le plan politique, va fermer les yeux sur certains membres de son parti, même s'il y a eu des accusations qui ont été faites de malversation par rapport à eux. Pourquoi? Ben parce que ces gens-là, ils sont populaires au niveau médiatique, sont capables de bien se présenter devant la caméra, c'est des beaux parleurs, sont capables d'avoir l'attention, il y a une notoriété publique. Donc la foule, la masse les apprécie, même si c'est des gens qui peuvent être extrêmement manipulateurs, corrompus, puis impliqués dans certains scandales.
Donc, pour des raisons de calcul, stratégie politique, on ferme les yeux sur certaines choses, en autant que ça sert notre agenda politique. Donc, un aveuglement volontaire, c'est souvent ça qui arrive pour beaucoup de politiciens, en faisant front commun avec certaines personnes, puis finalement, ils se font récupérer par des forces de l'involution. Ben, je vais continuer, qui vont les astraliser. Il dit, surtout les femmes par leur désir de plaire, non d'être compris. Ça sert à quoi d'être compris, David? À rien. C'est une perte de temps. Là, il y a un propos sexiste, parce qu'il y a des femmes qui veulent plaire, mais il y a des hommes aussi. Il y a peut-être des non-binaires aussi, ou même des transgenres. Mais bref, l'être humain peut chercher à plaire pour des raisons astrales, donc séduire autrui, et ainsi de suite, pour des raisons d'imposer certaines vérités, certaines valeurs, avoir la reconnaissance du collectif parce que la personne ne se supporte pas elle-même, certes. On va continuer à lire. J'ai compris cela tardivement en tant qu'être spirituel. J'étais convaincu que l'importance des autres dans ma vie, de l'importance de les faire grandir, de partager avec eux, de les faire évoluer avec moi, de prendre soin des autres, soigner, d'expliquer aux autres et de s'entendre. Si tu veux faire une radio publique, une émission collective comme tu le fais, partager aux autres et tout, mais cela est une caractéristique de la 5e race. Ce n'est pas mal, c'est juste que ça ne permet pas l'ascension puisque tu veux ascensionner avec les autres, avec toi. Donc, j'arrête ici. En fait, mes propos s'adressent à différents niveaux. Dans un sens, quand je fais un enregistrement à caractère intellectuel, on peut dire « Ah, tu t'adresses à la 5e race. » À un moment donné, tu es un peu plus vibrant. « Ah, ouais, là, tu t'adresses un peu plus à la 6e race. » À un moment donné, tu fais un mélange des deux, et ainsi de suite. Mais, en quelque part, dans un sens, je m'en fous qu'on véhicule des étiquettes dans le sens que je fais une entrevue avec des invités, ils vont dire, certaines personnes, « Ah, tu commentes l'actualité en lien avec le conflit entre le Hamas et Israël. » Ça, c'est plus intellectuel comme propos. Tandis que si je parle de principes comme la colère mentale, non, ça, c'est plus en lien avec une conscience vibratoire. C'est parce que c'est en plus en lien avec des principes évolutifs. Mais je peux fonctionner au-delà de ça. Puis parler de n'importe quel sujet en suivant la vibration du moment, en suivant le flow, F-L-O-W, de la conversation, où ce que les idées me viennent. À un moment donné, je parle avec des invités, on parle de politique internationale. À un moment donné, on va parler de principes vibratoires. À un moment donné, on va parler de changement climatique. À un moment donné, on va parler des jeux de manipulation, des jeux de pouvoir, et ainsi de suite. Tout fluctue avec le temps. On ne cherche pas nécessairement à faire des enregistrements pour un public cible de 6e race puis en exclusivité. De toute façon, comme il l'expliquait lui-même, c'est quelque chose, la conscience, qui se vit d'une manière seule. Et de rejoindre les autres, d'avoir le désir d'être compris par les autres, c'est sûr, c'est une illusion. Dans le sens que l'idée que les autres puissent tous nous comprendre, c'est une illusion. À mon avis, c'est impossible. Chaque être humain est unique et il y a une partie qui ne peut pas être saisie, ne peut pas, dans le fond, être intégrée, mais ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de problème pour moi si on ne me comprend pas ou on me comprend plus ou moins, là. Je vais continuer l'enregistrement. On est convaincu qu'il faut tout faire ensemble et c'est faux. Tu pourrais passer ta vie dire ça au monde et jamais ne comprendront. Ça, c'est vrai. Parce que on peut jamais être totalement compris. Je poursuis pour eux, la question ne se pose même pas du besoin des autres dans leur vie. Même dans son couple, s'il en a un, il est seul. Il est unique et seul. Et c'est ça, sa sécurité. Il n'y a pas d'esprit là-dedans non plus. Il y a lui, il y a la crise de paix comme ça. Plus personne à convaincre, plus personne à se faire évoluer, ni expliquer des choses. Il est seul. Seul ne veut pas dire couper des autres. Seul veut dire unique par rapport à eux. Unifié à toi quand tu es avec les autres, ça change tout. Tu peux devenir intelligent avec ces ingrédients-là. C'est impossible aux gens de la 5e race de devenir intelligents puisqu'ils essayent de passer tout le monde ensemble. Ils mélangent trop d'ingrédients ensemble, astralisation permanente, ça ne goûte plus rien. Et le réflexe qu'on a, c'est d'en faire encore plus afin de retrouver
ce goût perdu alors que c'est pas là qu'est le problème. C'est parce que l'on essaye de le faire ensemble que ça ne marche pas. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais ça marche comme ça. Déjà, ouvrir l'existence de Semras nous permet un début de compréhension. Donc, lui, c'est sûr, c'est l'essence de son propos. Ben, la personne qui vit de la conscience de la sixième race ou d'une conscience cosmique, c'est quelque chose qu'elle vit seule avec elle-même à la base. Donc, ça charge à rien. C'est sûr qu'en effet, le désir d'être supporté collectivement dans son mouvement de conscience, certes, c'est une perte de temps. Est-ce que dans le passé, j'ai déjà eu ce désir-là? Pour être honnête, oui. J'ai déjà eu un désir d'être supporté dans mon mouvement de parole par le public, oui. B, est-ce que ultimement j'ai besoin de ça pour fonctionner? Non. Aujourd'hui, je fais des enregistrements. Peut-être qu'à un moment donné, j'en ferai plus ou je déciderai de fermer ma chaîne YouTube ou de tout arrêter ça pendant plusieurs années. Mais bref, je vais me développer pareil. Qu'on fasse ou pas d'enregistrement, qu'on s'adresse ou pas à un public, ça change rien que si on vit un changement vibratoire, on le vit. Si on reçoit une énergie dans notre corps, on va le prendre sur le plan physique. Quelqu'un boit d'un liquide, après un certain temps, la vessie est pleine, puis il a envie d'uriner. Pourquoi? Parce que l'énergie ne peut pas stagner éternellement dans la vessie. Faut que l'énergie circule. C'est la même chose. L'individu que s'il reçoit de l'énergie, puis ça s'extériorise à travers ce que certains vont dire le chakra de la gorge, à travers la parole, puis ça donne place à un enregistrement par la suite, c'est une façon. Mais ça peut être autrement. Ça peut être, je reçois une énergie, je vais discuter avec ma compagne, puis l'énergie est véhiculée. Hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, ça durait à peu près 1 heure de temps, où on parlait du processus du vieillissement humain. Donc, c'est un homme âgé de plus de 70 ans. Et là, il me parlait de ses problèmes de santé physique. Je regardais ça avec lui. Donc, je pouvais, quand que je parlais, recevoir de l'énergie qui me mettait en vibration de parler de certaines choses. Mais ça s'exprimait par rapport à lui de manière spécifique. J'en ai pas fait un enregistrement pour autant. Ça n'a pas nécessairement toutes les choses que je perçois ou ce que je comprends passer par des enregistrements naturellement. Les enregistrements que je fais, comme je l'expliquais déjà, ben, c'est une occasion de véhiculer certaines choses. Il y a des gens qui vont rentrer en résonance avec ça et ça les convient, ben, tant mieux. Si ça les convient pas, tant pis. Ultimement, ça leur appartient, comme ultimement, ça m'appartient à moi de continuer à en faire ou pas. Tout ça pour dire quoi? La vibration associée à la conscience cosmique peut être véhiculée ou non dans des enregistrements par une personne qui l'a subi, mais si elle subit, puis la vulgarise ou pas face à un public, c'est son affaire. Je suis sûr que, en lien avec son propos, ça va un petit peu dans le sens, une partie de son propos, d'une critique qu'elle m'avait déjà faite, Marc Delassalle, que j'avais interviewé à multiples reprises dans le cadre de mes enregistrements, où il me disait « Arrête donc de chercher à vulgariser l'information par rapport au public, les gens peuvent rien comprendre. » Fait que parle-leur, ça venait à dire, ben parle-leur directement puis vibratoirement, puis les gens qui ont la vibration comprennent, puis les autres comprennent pas. Certes, au fait des enregistrements, j'ai fait abondamment des mises en contexte par rapport à mes enregistrements, de la vulgarisation de certains mots, etc. Il y a des gens qui vont dire, ben regarde, ça alourdit intellectuellement la nature de ton propos, reste juste vibratoire puis tranchant dans ta parole. Mais en même temps, j'ai peut-être intégré un principe que certaines personnes ne voient pas, c'est-à-dire le principe du respect d'autrui. Donc, je cherche à être, dans le fond, clair et partager des éléments sans en faire l'étalage d'une manière orgueilleuse. Dans le sens qu'il y a des gens qui font l'étalage de leur savoir, mais pas le partage, donc ils n'ont pas d'esprit de vulgarisation, puis ils n'ont pas le respect de l'auditeur. Donc ça, c'est quelque chose que je peux déplorer à un certain niveau. Donc je vise à avoir une certaine générosité par rapport aux gens qui m'écoutent, dans un esprit de respect. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est de l'âme, ça ». C'est de l'âme parce que tu cherches à vulgariser la forme au lieu de véhiculer une vibration, de l'énergie que les gens comprennent ou comprennent pas. Certes, à un certain niveau, on peut dire que c'est de l'âme, mais tout ça est sujet à discussion. Puis la particularité du message qu'il m'écrit, Francis, c'est qu'il répète souvent « on est seul », etc.
La conscience, ça se vit seule, mais en même temps, paradoxalement, il m'écrit ce message-là, puis au fil du temps, il m'a partagé plein de messages par courriel. Donc, à quelque part, il n'est pas si seul que ça à vivre ça. Tu sais, il y a une question derrière ça quand on regarde le propos, c'est qu'il y a comme une volonté qui est quand même là d'échange. Parce que sans ça, au fil des ans, il ne m'aurait pas écrit tous ces messages-là. Comme là, le message que je vous ai lu, je veux dire, il y a plusieurs pages écrites. Ça il a pris sans doute une certaine période de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à travers, entre autres, le contact qu'on a avec les autres qu'on peut se définir sur le plan individuellement. Et sans ce qu'on n'est pas, ce qu'on est, n'a pas de point pour lequel se positionner. Et l'un des aspects qui permet la définition de l'ego, c'est le fait que plein de personnes différentes qui permettent de nous situer par rapport au monde. Parce que s'il y aurait seulement une seule chose, puis il n'y aurait pas des égos multiples, individués, qui vont appréhender le monde de différentes façons, ben, il n'y aurait pas de plusieurs perspectives sur le réel, donc ça serait très limité. Il y aurait, en fait, dans un sens, il y a une seule énergie qui compose le cosmos, mais avec un coefficient d'individuation multiple qui permet à cette énergie de se savoir à travers plusieurs formes de vie qu'elle expérimente en devenant le monde, mais qu'elle observe simultanément par rapport à un point de conscience qui l'amène à la fois expérimenter le vivant, mais à la fois s'observer en train de vivre le vivant. Ce qui n'est pas pareil. Donc, conscience du vécu, conscience spectatrice d'elle-même simultanément. Donc, qui peut être expérimentée par la personne. Mais en lien avec son propos, pour ce qui est de la notion de la solitude, la sixième race, en fait, l'individu qui vit d'une conscience individualisée, naturellement, qui est seul parce qu'il est détaché du collectif. Donc, à ce moment-là, il doit se supporter lui-même dans sa solitude. Sa solitude, dans un sens, en lien avec les particularités propres de sa conscience individuelle, est incommunicable au collectif. La personne, il faut qu'elle l'accepte. Moi, avec le temps, j'en suis venu à accepter que je suis pas compris par plein de monde, puis c'est bien correct ainsi. Même chose pour certaines personnes que j'ai déjà interviewées. Puis c'est tout simplement ça. Je veux dire, on n'a pas nécessairement plus à se casser la tête là, par rapport à ça. Je voulais aller un bout de plus vibratoire dans mon enregistrement dans une perspective impersonnelle. Donc, je vais demander à l'esprit présentement de commenter la notion de sixième race. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui émerge en moi. La notion de sixième race, c'est un concept qui a été amené à l'humanité pour chercher à cerner des particularités individuelles qui différencient des personnes par rapport à d'autres. Mais c'est une forme transitoire. Parce qu'éventuellement, l'humanité va fonctionner à partir d'une conscience vibratoire universalisée et spontanée qui fait en sorte que les formes relatives au mot sixième race associées à la langue française ou d'autres langues, c'est des formes qui vont être dépassées parce qu'éventuellement, les gens vont, lorsqu'ils ne fonctionneront plus d'un mental intellectualisé en relation avec du mémoriel, fonctionner par réception psychique de vibrations qui ne sera pas codifiées en utilisant des mots sous la forme de forme. Donc, dans un sens, même les enregistrements que je fais vont être révolus ou qui ont été faits dans le passé, parce que les enregistrements qui visent à véhiculer une vibration sont des enregistrements avec des mots qui appartiennent à un contexte socio-culturel, sont des enregistrements transitoires, étant donné que c'est pas aussi universel que la vibration, que l'essence. Et lorsque la personne est branchée sur sa source, est en contact avec l'essence, et à ce moment-là, n'a pas besoin d'entendre des mots d'une personne pour comprendre l'essence des idées qui cherchent à être véhiculées à travers elle, étant donné qu'elle a accès directement aux idées qui sont véhiculées à travers elle, parce que elle a une capacité de télépsychie qui est là, c'est-à-dire qu'elle est capable de cerner l'essence du propos que la personne cherche à véhiculer. Un peu comme les gens de l'époque présente qui peuvent commencer à donner une explication, mais comme la personne, l'interlocuteur avec lequel il parle, comprend spontanément l'explication, ben la personne commence à donner l'explication, puis
a l'information dans le cerveau que l'autre a déjà compris, donc c'est inutile de donner plus de détails pour expliquer un concept, étant donné que l'autre a tout de suite compris. Donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent vivre, c'est-à-dire qu'ils commencent à expliquer quelque chose, mais ils captent vibratoirement que l'autre a déjà compris. Donc à ce moment-là, c'est pas nécessaire de donner toute l'explication là, au niveau verbal. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension intuitive. Et la compréhension intuitive, à mesure que les gens deviennent psychiques, sensibles, se fait de manière de plus en plus instantanée, ce qui fait que de moins en moins besoin d'explications intellectuelles qui sont nécessaires pour véhiculer des vibrations derrière des formes, parce que les gens comprennent la forme directement, la vibration derrière la forme directement, ou à l'absence de forme explicative, c'est-à-dire que les gens sont capables d'être branchés spontanément à l'essence du message que la personne cherche à véhiculer par capacité de captation vibratoire immédiate, ce qui fait en sorte que les explications deviennent futiles, les explications deviennent moins importantes, moins utiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de codifier l'énergie à travers des mots qui sont des formes pour la véhiculer d'un point A à un point B, parce que à partir d'une conscience instantanée qui se connecte au champ d'énergie d'où est l'information, donc on va parler par exemple d'une conscience en relation avec le champ quantique où l'information réside. Donc, c'est une connexion psychique qui est faite entre l'individu et l'information qui est de plus en plus claire, instantanée, sans interférence. Ben, il n'y a pas besoin d'utiliser des mots pour compenser les interférences réflectives, mémorielles qui font obstacle à la compréhension immédiate et instantanée de l'information qui va être véhiculée à travers deux personnes spontanément. Donc, si les deux personnes, parce qu'ils appartiennent à une conscience universelle, reçoivent la même information en même temps, il n'y a pas besoin qu'il y en ait une qui capte plus que l'autre parce qu'elle est plus sensible, qu'elle vulgarise en mots à l'autre qui est moins sensible pour la comprendre, pour qu'elle l'intercepte, parce que les deux ont accès simultanément à la même information. Donc, avec ce type de conscience-là, la présence de professeurs, de traducteurs, d'interprètes, entre une vibration plus élevée et une vibration plus basse, pour amener une descente d'une vibration, une compréhension chez des individus devient futile. À ce niveau-là de conscience, l'enfant qui naît, s'il a accès à une conscience vibratoire, il n'y a pas besoin de parents pour lui expliquer comment fonctionner dans une société donnée parce qu'on a une compréhension instantanée. Donc, c'est très différent. Il y a accès à une forme de savoir où il y a moins besoin de se faire enseigner par les autres. Pourquoi? Parce que il sait, sans se poser de questions, il sait tout simplement. Donc, un peu comme la personne qui est branchée à la source, elle sait spontanément, pas besoin que l'autre lui explique en long, en large, c'est quoi l'âme, l'esprit, la conscience. Non, assez. Fait que ça devient un fonctionnement très différent avec une conscience vibratoire. Sinon, si en tant qu'individu, je pose la question à l'esprit de faire une brève lecture sur la notion de solitude, est-ce que l'individu qui est conscient est nécessairement seul? Pas nécessairement, parce que si un individu existe dans un contexte par rapport à des gens, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, parce que si l'esprit n'aurait pas à interagir avec des gens sur le plan biologique, il y aurait juste... L'image qui me vient en tête, l'ange, il resterait juste sur son petit nuage à quelque part sur le plan éthérique. Elle restait là tout seul, tranquille, puis il serait bien. Non, si les gens sont sur Terre, même les gens qui font des vies de moines, qui vivent cloîtrés dans des zones désertiques, dans des grottes, dans des cavernes, ces gens-là, habituellement, ils n'ont pas zéro contact social. Ils ont toujours une fonction dans la vie d'individu. La vie d'individu ont aussi une fonction par rapport à leur existence. Pourquoi? Parce que dans le cadre de processus d'individuation de l'ego, ça s'opère entre autres à travers les échanges que a l'être humain par rapport à d'autres êtres humains, certes de la relation entre l'individu et par rapport à sa source, mais quelqu'un qui n'aurait pas à avoir un vécu expérimental par rapport au collectif, il ne cherche pas à s'incarner dans un collectif. À un moment donné, puis on est manipulé aussi par des interactions. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a de la difficulté à arriver financièrement ou qui arrive très juste. La personne, puis elle n'est pas capable de répondre par elle-même à ses besoins, elle va être obligée de travailler. Si la personne est obligée de travailler, ça implique des interactions avec les autres. Certes, la personne peut faire du télétravail, travailler à partir de chez elle.
Elle n'interagira pas avec les autres sur le plan physique, mais si elle fait affaire avec des clients, parce que, par exemple, elle s'occupe de gérer de sites Internet et de faire le visuel, ben, il y a même si c'est des interactions qui se font par des échanges de courriels, ça demeure qu'elle interagit avec autrui. Donc, interagir, c'est quoi? C'est véhiculer des informations à travers des mots, mais les mots, c'est quoi? C'est des formes qui servent à encapsuler de l'énergie. Et c'est quoi le but de l'interaction? C'est que les gens véhiculent d'une personne vers l'autre de l'énergie, puis la fonction dans le cadre d'un système en voie d'évolution qui ait des véhicules d'énergie comme ça qui se fassent, c'est qu'il y ait un rehaussement vibratoire de certaines personnes, que ça se fasse d'une manière consciente. Pour l'individu qui bénéficie d'une conscience initiatrice, qui a une capacité de faire de lecture occulte, elle peut prendre conscience de son rôle dans la vie des autres, mais si la personne est inconsciente, elle peut être vecteur d'énergie. Dans le sens que si la personne, qu'elle soit consciente ou pas consciente, si elle a envie de pisser, puis de déverser une énergie qui est transformée à travers ses reins, à partir de sa vessie, elle va le faire, qu'elle soit consciente ou pas consciente, c'est comme un animal. S'il a envie de déféquer, il a envie de déféquer. Un être humain qui vit des tensions énergétiques par rapport à l'esprit qui cherche à descendre en lui, ou des forces astrales qui le chevauchent, ça va l'amener à interagir ou composer d'une manière particulière en proportion avec l'environnement et la dimension physique, biologique auquel l'être humain est. C'est le terminal de l'énergie qui provient du plan éthérique ou du plan astral dans son articulation par rapport à la réalité biologique. Tout ça pour dire quoi? Ce que ça me dit, préoccupez-vous pas de la notion de la sixième race, que vous soyez partie de la sixième race ou pas, occupez-vous d'être bien dans votre peau. Sinon, en fait, quelqu'un qui vit une altération de conscience, pour reprendre le propos de Francis, il va vivre des choses que certes les gens qui ne vivent pas ça ne comprendront pas ça. Récemment, j'ai été, parce que mon frère a fait baptiser son enfant, sa fille, j'ai été au baptême. Puis là, dans le fond, parce que j'avais passé au préalable plusieurs jours où je n'avais pas vu ma fille, j'avais discuté avec une personne, puis la personne a dit « Ah, vous devez vous être, ennuyé de votre fille pendant ces jours-là. » C'est une personne qui vibrait à l'âme, parce que je n'étais pas avec ma fille sur une base journalière pendant plusieurs jours consécutifs. Quand elle m'a dit ça, je chantais sa vibration, qui était plus astrale, liée à l'attachement au collectif. Mais dans les faits, pour être honnête, j'ai pas répondu ça, mais quand je n'étais pas en contact avec ma compagne puis ma fille pendant plusieurs jours, j'ai pas souffert de leur absence. Comme quelqu'un qui se couche, puis là, ma femme est pas là, mon enfant, puis la personne se met à pleurer, puis vive la tristesse. Non. J'ai vécu le moment dans une espèce de vide mental, puis dans les derniers jours, j'ai fait pas mal d'enregistrements pendant qu'il n'était pas là, fait que j'en ai comme profité dans un sens à être hyper individué ou intériorisé, devrais-je dire, pendant ces périodes-là, qui sont plus propices à le vide. Il y a un adage qui dit « la nature a horreur du vide », fait que ça a été propice pour moi une forme de déploiement, dans le fond, créatif. Donc, si je vis du vide, je peux être très créatif à un certain niveau. Puis pendant ce temps-là, ben, je vis moins dans mon rapport au collectif ou à la famille. Donc, pendant que je n'étais pas avec eux autres, j'en souffrais pas vraiment de l'absence. Quelqu'un pourrait m'observer de l'extérieur et dire « Christ, t'es un sans-cœur, t'as un enfant récemment, etc. » Ben, j'ai du respect pour ma fille, pour ma compagne. Dans le fond, je veux que leurs besoins dans leur vie au niveau alimentaire et autres soient répondus, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien dans leur peau. Mais si je veux un état de vide mental parce que je suis dans un mode où je vais être très intériorisé, la personne qui vit pas ça, elle comprendra pas vraiment ce que je vis. Fait que c'est pas vraiment explicable. Quelqu'un peut me trouver anormal. C'est sûr que je vis des choses particulières que je ne vais pas nécessairement parler. Des fois, il y a des gens en lien, entre autres, avec comment dire, il y a des gens qui tiennent des propos que je rentre en résonance à un certain niveau. Je vous explique, j'ai vécu une expérience particulière il y a quelques jours
En fait, j'avais mangé dans la journée qui précède cette expérience. Le matin, j'avais mangé du fromage en grande quantité. Par la suite, j'avais mangé un dîner avec des légumineuses, 6 sortes de légumineuses différentes, avec du riz, avec des légumes comme des brocolis, des céleris, etc. En soirée, j'avais mangé de la pizza. Puis par la suite, pendant la nuit, j'ai eu des ballonnements. J'avais mangé donc plusieurs produits laitiers, c'est-à-dire le fromage et la pizza, puis c'était comme trop. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin avec une voix dans ma tête qui me dit, là, les produits laitiers, ça suffit, il faut que tu arrêtes ça, ça presse. C'était très, une voix très autoritaire, là. Puis c'est sûr que dans les heures qui ont précédé, bon, j'ai dormi, mais c'est comme si mon corps se sentait mal parce que j'avais trop pris de produits laitiers. Puis après ça, j'ai comme coupé les produits laitiers. Puis dans les nuits qui ont suivi, j'ai mieux dormi. Puis en parallèle avec ça, j'avais eu des commentaires de personnes qui me disaient d'arrêter ou de limiter les produits laitiers. Ça fait des années en passant que je bois plus de lait là, de vache, là, ça c'est clair. Mais je continuais pareil à manger du fromage, à manger des fois de la pizza. Mais manger du fromage, de la pizza ou des produits laitiers, ça peut être pertinent pour certaines personnes, mais pas nécessairement tout le monde. Ça dépend de la composante génétique, ça dépend, il y a plusieurs facteurs. Mais, parce que j'ai écouté, il y a quelqu'un sur YouTube, c'est un médecin qui s'appelle Henri Joyeux qui porte un regard très critique là, par rapport aux produits laitiers, puis les vertus qui sont liées à ça. Là. Puis j'écoute des gens récemment qui disent que c'est pas bon les produits laitiers parce que ça met de l'inflammation. Puis c'est pas vrai que dans le fond, le calcium dans les produits laitiers est totalement absorbé. Puis si quelqu'un en tout cas, il y avait plusieurs nuances et lacunes parce que souvent, les produits laitiers, on en a fait abondamment promotion dans les médias de masse avec, entre autres, le guide alimentaire canadien où on dit aux gens qu'à chaque jour, ils doivent prendre des produits laitiers. Sauf que le point, avec le temps, ben c'est curieux, hein? Au fil des décennies, la part des produits laitiers a diminué dans le guide alimentaire canadien, quoi qu'elle est encore présente. En tout cas, on verra comment que les choses vont se placer là, par rapport à ça. Ça, c'est en lien avec le collectif. Mais dans mon expérience individuelle, ben, ça m'a dit ça. C'est sûr que je peux vous parler de ça à travers mon enregistrement, mais les gens qui étaient au baptême par rapport à la fille de mon frère, c'était pas nécessairement le contexte de parler de ça. Je vis des fois des expériences particulières en lien avec ma sensibilité. Des fois, je trouve ça difficile, ce que je vis, dans le sens que, j'explique, je travaille avec des gens qui ont des mémoires assez grandes, dans le sens qu'ils ont des grandes capacités de mémorisation. Moi, j'en ai pas autant. Fait que dans un sens, la conscience intuitive que je peux vivre à certains moments donnés qui me donne accès à des informations qui font en sorte que je commence à discuter avec une personne, puis la personne n'a pas besoin de finir la phrase parce que je sais déjà qu'est-ce qu'elle veut dire, parce que quelque part, je l'ai capté dans ma sensibilité. Il y a des gens qui vivent pas ça autant. Par contre, en contrepartie, le côté mémoriel, c'est difficile pour moi parce que je peux discuter avec une personne, puis quelques jours après ou quelques mois, je me rappelle plus de la personne au niveau de son prénom, nom de famille, puis aussi de son visage. Et par rapport à ça, ben c'est sûr que il y a des gens qui peuvent être très contrariés. La personne peut dire, ben écoute, je t'ai parlé il y a quelques mois, tu te rappelles plus de mon nom, tu te rappelles plus de ce que je t'ai dit, tu n'as donc même pas de mémoire, ou tu sais, ça peut donner place à des reproches, mais si la personne ne vit pas la conscience que je vis ou que certaines personnes vivent, ben, la personne ne peut pas comprendre. Donc, j'ai des gens très mémoriels qui vont s'attendre que j'ai une capacité mémorielle égale ou aussi grande qu'eux. Si je ne l'ai pas, ben, ils me trouvent bizarre. Ça crée de l'incompréhension. Mais c'est sûr que par rapport à ça, si les plans, puis j'utilise mes enregistrements aussi à des fins d'autothérapeutique puis d'ajustement de mon rapport au plan, moi, en termes d'exigence que je fais dans mon rapport de force par rapport au plan éthérique ou à mon esprit, c'est qu'il s'organise que j'ai le minimum de mémoire requise pour être capable de fonctionner dans mon quotidien, être capable de continuer à travailler, d'interagir avec ma compagne, ma fille, laver mes vêtements, être capable de faire la base. Si un jour ça m'est coupé, ben, comme je suis conscient qu'à quelque part la pensée vient d'ailleurs, mon rapport de contestation avec eux va monter d'un cran.
Parce que c'est comme si on m'enlèverait la capacité de travailler ou la capacité de fonctionner. Là, à ce moment-là, ils ont à équilibrer le rapport par rapport à l'être humain, parce que sans ça, ça devient aliénant et ça devient absurde. Mais ça peut arriver, mais je le souhaite pas, là. C'est sûr que pour ma mémoire, ben, pour compenser le fait que je mémorise moins que certaines autres personnes, ben, je prends abondamment des notes dans mon quotidien, là, pour me référer aux notes par la suite comme support physique pour compenser. C'est sûr que des gens vont me dire, ben, la mémoire, c'est comme un muscle, hein? Si tu prends tout le temps des notes, tu ne mémorises pas l'information, donc tu n'actives pas le muscle. Mais en même temps, à quoi ça sert de développer une très grande capacité mémorielle alors qu'on a des outils de support aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois, dans le sens que aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le téléphone intelligent ou une calculatrice pour faire des calculs, qu'alors qu'autrefois, on faisait à la main ou d'une manière mentale, addition, soustraction. D'ailleurs, les gens aujourd'hui ont des moindres capacités cognitives en termes de calcul mental. Addition, soustraction, multiplication, division, que pouvaient l'avoir les gens de générations précédentes, là. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent tout le temps à des outils. Mais en même temps, d'externaliser ça, cette capacité-là de calcul n'est pas mauvaise en soi. Pourquoi? Ben, parce que ça donne la place à la conscience pour faire d'autres choses, être plus créatif, parce que si on utilisait notre énergie à des fins de déploiement créatif, ben, c'est parce que quelque part, il y a des besoins de base qui sont remplis, puis on n'a plus besoin de la mobiliser pour faire des calculs pour faire le budget pendant le mois courant ou à regarder les montants à payer sur des factures, puis en faire le total. Donc, il y a des bénéfices à délaisser certaines capacités pour d'autres. Donc, quelqu'un qui a une conscience vibratoire, que ça lui permet de comprendre intuitivement, instantanément ce que veut dire l'autre de plus en plus, c'est intéressant. Par contre, en contrepartie, si elle a moins de mémoriel, ben, c'est sûr qu'elle peut vivre ça difficilement parce qu'elle peut se sentir inférieure aux autres qui ont plus de mémoire ou qui vont toutes réfléchir à ce qu'elle dit, mais elle ne peut pas réfléchir autant à ce que les autres disent. Donc, elle ne peut plus jouer au jeu de l'avocat ou du juge qui va dire tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous puis utiliser ça pour manipuler l'autre. Par contre, elle peut agir sur l'autre en lien avec une vibration qu'elle suit, mais une personne qui a vraiment intégré une conscience vibratoire, elle ne cherche pas à manipuler à l'autre personne d'une manière machiavélique. Elle va agir d'une certaine façon parce qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement en suivant l'impulsion vibratoire qui est liée au mariage de sa conscience avec le plan éthérique. Donc, elle n'a plus une optique de manipulation égotique, mais plutôt une optique d'agir en congruence avec le elle-même sur le plan vibratoire, là. Ce que certains vont appeler le double, ce qui est très différent. Sinon, pour ce qui est de la question fondamentale en lien avec la solitude, est-ce que l'être humain vient sur la Terre pour être seul? La réponse est non, il vient dans un collectif, il vient dans une famille. Puis le fait qu'il est en contact avec d'autres personnes participe précisément à l'ajuster vibratoirement à un certain niveau. Donc, quelqu'un qui a une conscience cosmique, ou comme disait Francis, fait partie de la 6e race, il vient pas, en fait, il vient pas sur la Terre pour être seul, parce que s'il voudrait être seul, il viendrait pas dans un monde physique qui implique l'interaction implicitement avec différents êtres. Il resterait, j'allais dire, sur son petit nuage, comme tantôt. C'est une façon de parler, là. Il resterait sur le plan éthérique. Non, les gens viennent ici pour interagir. Certes, ils n'ont pas nécessairement interagi avec la masse toute leur vie, ça j'en conviens, là. Mais il y a un volet échange d'énergie, parce que l'énergie ne cherche pas à stagner. Quelqu'un ne pourrait pas dire je vais rester en stase là, dans une chambre d'hybridation, un peu comme dans des films de science-fiction pendant 20 000 ans à un endroit X éternellement. Parce que l'énergie cherche tout le temps à circuler. C'est la raison, entre autres, pour laquelle quelqu'un ne peut pas rester éternellement dans le coma. Là, la personne ne peut pas rester dans le coma pendant 10 000 ans. Là. Il y a des limites par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la forme va se dégrader sur le plan physique. Donc, l'énergie se transforme avec le temps, et ainsi de suite. Bon, je vais compléter l'enregistrement. Ça fait longtemps que je parle. Je vais saluer Francis qui m'a écrit ses messages au fil du temps.
Puis je vais saluer aussi naturellement tous les gens qui ont écouté cet enregistrement jusqu'au bout, parce qu'il dure quand même plusieurs minutes. Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.